Bonjour mes élèves. Normalement aujourd'hui on va commencer le cours, c'est-à-dire du plâtre. Donc normalement le plâtre, c'est-à-dire on a déjà vu le ciment, on a vu le mortier, on a vu la chaux, et on a vu le béton, et on a vu l'enduit. Maintenant, on va parler un peu sur le plâtre, c'est-à-dire son utilisation. Donc comme vous voyez par exemple, c'est un produit assez, c'est-à-dire à base naturelle. Donc le plâtre, si vous voulez, c'est un produit résultant de la cuisson de gypse à basse température, c'est-à-dire c'est pas comme le ciment. Donc il y a la fabrication aussi du plâtre, donc il y a l'extraction ou cuisson. Donc normalement le plâtre, ça peut par exemple, si vous voulez, on peut l'utiliser comme des enduits, c'est-à-dire c'est des enduits intérieurs. On peut aussi utiliser par exemple, c'est-à-dire pour les faux plafonds, on peut aussi par exemple, si vous voulez, on peut l'utiliser. Normalement ça peut par exemple, c'est-à-dire utiliser même pour souvent, c'est-à-dire les briquettes, c'est-à-dire enfin par exemple pour les arcs, tout ça, c'est-à-dire pour jumeler en principe, c'est-à-dire enfin les briquettes, ou bien qu'on appelle, si vous voulez, le mejmat. Bon, il y a l'extraction, si vous laissez les roches, ce sont des roches gypseuses, sont extraites de carrières et concassées afin de réduire. La dimension de ces grains sont criblés pour n'avoir que des grains de diamètre inférieur à 40 mm. Donc normalement aussi la cuisson, les grains sont obtenus selon par exemple cuit à une température suivant par exemple enfin le plâtre. Donc c'est-à-dire selon la destination. Donc il y a des plâtres par exemple, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser si vous voulez, c'est dans le domaine de la médecine. Il y a des plâtres, normalement on peut l'utiliser par exemple, c'est-à-dire les faux plafonds, pour par exemple, c'est-à-dire un habillage, ou bien par exemple, c'est-à-dire aussi pour des cloisons. Donc on peut aussi utiliser pour généralement un enduit aussi. Donc ça dépend par exemple, c'est-à-dire enfin de l'utilisation. Et c'est-à-dire ces plâtres sont brouillés, ensuite c'est-à-dire finis, puis stockés. Donc normalement là pour le stockage, il faut faire attention pour le stockage. Donc c'est que c'est la même chose parce que c'est le même usage, c'est-à-dire il a un délai d'exécution, il a un âge et aussi ce sont des produits qui sont très très fins, normalement qu'il ne faut pas le stocker par exemple dans des zones humides. Bon, il y a sortes de plâtres, c'est-à-dire il y a les plâtres normalement d'après la température de cuisson, c'est-à-dire du gypse. On obtient différentes sortes de plâtres. Il y a les plâtres qu'on appelle semi-hydratés, il y a les plâtres anhydratés. Donc il faut faire attention entre les plâtres qui sont semi-hydratés, il y a les plâtres qui sont anhydratés. On va voir qu'est-ce que c'est que, par exemple, les plâtres anhydratés et semi-hydratés. Les plâtres semi-hydratés, ce sont des plâtres qui ont cuit à une température généralement de 120 à 180 degrés Celsius. Et là, en le brouillant ensuite, donc brouillon, c'est-à-dire si vous voulez brouillage, donc c'est un phénomène de mélange. Donc on obtient une poudre qui est très fine, blanche, donc obtenue et grâce au toucher et colle au doigt. Donc normalement, par exemple, si on la touche, si vous voulez, ça doit coller au doigt. Et là, normalement, c'est-à-dire c'est une matière qui est très grasse. C'est un liant qui déchire très vite, c'est-à-dire à tout moment, par exemple, c'est-à-dire lorsqu'on mélange, par exemple, avec de l'eau, donc c'est que normalement, il se déchire très très vite. Donc c'est que normalement, lorsque on le mélange avec de l'eau, il faut faire attention, si vous voulez, c'est-à-dire on doit l'exploiter tout de suite. Donc
Donc ça ne demande pas assez de temps pour normalement, c'est-à-dire pour l'exploiter. Bon, il y a, c'est-à-dire toujours, ce sont les semi-hydratés, les plâtres semi-hydratés, l'utilisation. Bon, l'utilisation des plâtres semi-hydratés, si vous voulez, s'ajoute au mortier de chaud afin d'en accélérer le durcissement. C'est-à-dire dans le cas, par exemple, c'est-à-dire si on a, par exemple, c'est-à-dire le temps très froid, c'est-à-dire c'est tend vers une température négative, donc là, normalement, on peut l'ajouter au mortier pour accélérer le durcissement. D'avoir un aspect blanc et de réduire le retrait. Donc, je crois, on a déjà expliqué ce que c'est que le retrait. Donc, le retrait, si vous voulez, c'est la diminution des volumes, par exemple, de la matière, due à l'évaporation de l'eau. Bon, il y a les plâtres anhydratés. C'est le plâtre anhydraté, si vous voulez, comme vous voyez, par exemple, c'est-à-dire c'est une température qui est très élevée. Sa température, normalement, ça varie entre 1000 degrés et 1100 degrés. Ce plâtre additionné d'eau devient très dur. Son durcissement est légèrement plus lent. Donc, normalement, c'est-à-dire c'est pas comme hydraté, semi-hydraté. Donc, son durcissement est légèrement plus lent que celui du plâtre semi-hydraté. Il est donc plus facile à travailler. Le retrait en est quasi nul. Donc, si vous voulez, c'est presque négligeable. Donc là, pour l'utilisation, bon, il y a l'anhydrite est une excellente matière pour les plâtrages. C'est des plâtrages, c'est-à-dire c'est plâtrage, donc c'est faire des moules. Intérieur, vu qu'il devient beaucoup plus dur que le mortier à chaud, donc généralement on peut utiliser par exemple, c'est-à-dire comme un produit de revêtement intérieur, donc normalement c'est ça, mais pas l'extérieur. Il faut bien faire attention parce que ça ne résiste pas aux agents atmosphériques, c'est-à-dire la pluie, la température, etc. Ne présentant pas de fissures, il est utilisé pour la finition des parois intérieures et des plafonds. Donc généralement on peut l'exploiter comme revêtement pour les parois intérieures. Pour les plafonds par exemple, c'est-à-dire, mais dans le cas s'il n'y a pas trop d'humidité pour les plafonds, le montage des galandages en briques de terre cuite, donc généralement le montage, c'est-à-dire si nous voulons faire un arc par exemple, c'est-à-dire c'est en mjmat ou bien en terre cuite, c'est-à-dire en briquette. Donc là, si vous voulez, ça nous sert à lier, par exemple, enfin ces briques. Il y a la préfabrication des plaques de plâtre qui sont constituées de 2 plaques de carton qui prennent en sandwich du plâtre, c'est-à-dire on peut faire par exemple 2 parois et qu'on peut utiliser comme un mur de séparation. Donc, un mur de séparation, il n'est pas un mur porteur. Il y a la préfabrication des carreaux de plâtre, mais au Maroc, généralement, c'est rare qu'on l'exploite, c'est-à-dire ce type de carreaux de plâtre, mais ça existe normalement parce qu'il a une dureté très forte. Remarque, le plâtre se dissout dans l'eau, il ne peut donc jamais être employé ni à l'extérieur, ni en des lieux humides. Donc si vous voulez, on ne peut pas le mettre par exemple, c'est-à-dire dans les façades, c'est-à-dire ou bien dans un milieu qui est exposé par exemple aux agents atmosphériques, ou des milieux qui sont exposés par exemple, c'est-à-dire aux lieux humides. Le plâtre ne peut jamais être mélangé au ciment parce qu'ils ont 2 composantes différentes. Donc normalement, ils forment des cristaux nuisibles. Donc si vous voulez, il y a des cristaux normalement, c'est-à-dire c'est des petits grains qui se forment entre les 2 matériaux. Donc normalement, si vous voulez, ça défavorise. Donc bien, ils n'ont aucun rôle, par exemple, dans le domaine de bâtiment. Pour le mortier qui se désagrège à cause de l'augmentation de volume, donc généralement on ne peut pas l'utiliser pour le mortier, il faut toujours ajouter du plâtre à l'eau et non le contraire, afin d'éviter la formation des grimauds. Les grimauds, c'est-à-dire ce sont des petits cristaux qui peuvent être, par exemple, apparaître normalement lors de mélange avec de l'eau.
Conservation des liants hydrauliques. Les liants hydrauliques doivent être transportés et conservés en un endroit très sec. Donc généralement, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un chantier, il faut toujours préparer, par exemple, enfin prévoir un lieu, c'est-à-dire où, par exemple, on ne doit pas avoir, par exemple, ni soi-disant de l'eau, soit, par exemple, un milieu humide. Ici, par exemple, il fait très froid, donc il faut faire, par exemple, soit généralement dans les chantiers, on fait, par exemple, des assises ou bien un support de briques sur terre, puis on pose le ciment, par exemple, enfin, dessus. Par exemple, dans un hangar étanche, donc si vous voulez, dans le cas si on a une usine, ou bien par exemple, si vous voulez, on a un hangar, donc là on place les matériaux, par exemple, si les matériaux de construction, c'est-à-dire ou par exemple, le matériel pour chantier, donc on peut exploiter un hangar étanche normalement qui peut protéger, soi-disant, le ciment. Sur un plancher surélevé. Donc un plancher surélevé, c'est-à-dire si on est en 4e étage ou en 3e étage, souvent donc, il ne faut pas, par exemple, enfin, le stocker dans un plancher. Voilà concernant le plâtre. Donc normalement, si vous le lisez, et si vous avez des questions, donc on se verra prochainement c'est-à-dire enfin une petite révision prochainement, Inch'Allah. Bon là, normalement, vu cette absence-là, c'est-à-dire grâce à, si vous voulez, comme vous savez, enfin, cette période-là, donc normalement tout le monde est chez soi. Donc on va passer aussi à un cours, c'est-à-dire c'est le béton pré-contrainte, parce que c'était un programme des 2 cours, c'est-à-dire dans ces 2 semaines. Bon, le béton pré-contrainte, bon, on a vu le béton armé. Donc le béton armé, généralement, c'est un béton, et le béton pré-contrainte, c'est un mélange d'acier et de béton. Le béton pré-contrainte aussi, c'est un mélange d'acier et de béton. Bon, quelle est la différence? Pourquoi, par exemple, là, on appelle le béton pré-contrainte et l'autre, c'est le béton armé? Bon, il y avait des notions, c'est-à-dire bien des mentions, c'est-à-dire, enfin, il y a des recherches qui étaient faites sur le béton armé. Bon, le béton armé, souvent, on le fait, par exemple, c'est-à-dire généralement dans les constructions, c'est-à-dire dans des ouvrages à petite portée. Par contre, normalement, c'est-à-dire les bétons pré-contraintes, on peut exploiter, par exemple, pour les ouvrages de grande portée. Le principe, c'est-à-dire, c'est pas le principe, si vous voulez, le matériau, souvent, c'est presque le même, donc c'est-à-dire béton acier, mais au niveau des caractéristiques, ils ne sont pas les mêmes. Le béton pré-contrainte, il a une forte résistance. Et pourquoi, par exemple, c'est-à-dire le béton armé, si on prend une poutre en béton armé, une poutre pré-contrainte. Une poutre en béton armé, c'est une poutre qui se déforme. Donc il y a une zone tendue, il y a une zone comprimée. Par contre, par exemple, c'est-à-dire le béton pré-contrainte, normalement, c'est-à-dire la section de l'ouvrage ou bien la section de la poutre doit être entièrement comprimée. Donc, le béton pré-contrainte, ça vient pour éliminer les effets de traction. Donc, le béton a une résistance à la traction très réduite. Par exemple, une poutre en béton armé chargée en flexion présente des fissures du côté tendu. Il est donc possible que l'humidité atteigne l'armature par celle-ci, qui est très nuisible à la construction. Pour supprimer tout danger de fissuration, éliminer les tensions de traction et réduire les tensions de compression, on exerce au préalable de façon permanente une compression sur le béton. Donc, vous avez les effets de pré-contrainte. Bon, on prend le cas, par exemple, d'une poutre isostatique. Cette poutre isostatique, c'est-à-dire elle est soumise à une charge P. Cette charge P, généralement, si vous voulez, il est, normalement, là, si on prend la section droite, il est comprimé en partie supérieure, il est tendu en partie inférieure. Donc, on a dit le béton pré-contrainte, ça vient pour éliminer les effets de traction. Donc, pour
éviter le phénomène de traction, si vous voulez, on ajoute une force artificielle F. Donc cette force artificielle F, il compense les effets de traction, c'est-à-dire oblige la poutre de ne pas déformer. Donc, si vous voulez, s'il ne se déforme pas, donc automatiquement, il n'y a pas un effet de traction. Donc, que toute la section droite est soumise à la compression pure. Donc là, dans cet exemple ici, donc les effets, par exemple, c'est-à-dire il y a P, il y a F. Donc, je crois que vous avez déjà fait la flexion simple. Donc, la flexion simple, c'est-à-dire il y a le diagramme de flexion, comme vous voyez, il y a sigma prime F supérieur à 0, et en partie tendue, sigma F est inférieur à 0. Donc, le deuxième diagramme, c'est le deuxième, sigma prime C supérieur à 0. Donc, sigma prime, le premier, il est dû à P, le deuxième, il est dû à F. Donc, si on fait, parce que si on fait la somme des deux diagrammes, donc si vous voulez les deux contraintes sur la section, ça donne en partie inférieure, parce qu'il y a le plus et le moins, donc si vous voulez ça donne 0, et en partie supérieure, ça donne normalement, c'est-à-dire sigma prime F plus sigma prime C qui est positif. Donc d'où l'élimination, si vous voulez, enfin des effets de traction en partie inférieure. Donc, on a ici, bon, c'est le même principe, c'est le premier cas et le deuxième cas. Le premier cas, c'est enfin une force excentrée. Donc, c'est une force excentrée normalement qui n'est pas exercée sur l'axe longitudinal, mais il est excentré en partie inférieure. Bon, il y a le diagramme des contraintes, on a sigma prime, c'est-à-dire il y a le diagramme de contraintes de flexion dû à P, il y a le diagramme, le deuxième diagramme, normalement, c'est-à-dire dû à F. Seulement, c'est-à-dire la partie inférieure, il est comprimé, la partie supérieure, c'est-à-dire enfin la zone c'est-à-dire la partie supérieure, elle est presque nulle. Et en partie, c'est-à-dire la compression, il est maximale au point inférieur de la poutre, section de la poutre. Donc, vous voyez par exemple, c'est-à-dire le diagramme qui est dû, par exemple, c'est-à-dire à la flexion, donc sigma prime F, et on a sigma prime, le deuxième diagramme. Donc, si on fait la somme des deux, ça va donner un diagramme. Si vous voulez, en partie supérieure, il y a la compression, et en partie inférieure, si vous voulez, il y a 0. Donc, ça, c'est le principe, si vous voulez, de la pré-contrainte. Donc, c'est que, si vous voulez, dans la zone inférieure, on ne doit pas avoir de contrainte, ou bien, par exemple, c'est de force de traction. Bon, réalisation de la pré-contrainte. Bon, pour la réalisation de la pré-contrainte, généralement, donc, si vous la réalisation de la pré-contrainte, ça concerne, par exemple, les planchers. Donc, si on prend le cas, par exemple, le plus simple, c'est le plancher les poutrelles. Donc, les poutrelles, c'est-à-dire, ce sont des, si vous voulez, parce qu'avant, il utilisait des poutrelles en béton armé. Donc, ce sont des poutrelles qui ont une amorce en béton partie inférieure. Il y a le béton, c'est-à-dire sous forme, par exemple, c'est-à-dire en zigzag. Donc là, ce sont des poutrelles qui étaient, par exemple, ce sont des poutrelles préfabriquées, normalement, qui sont en béton armé. Mais, lorsque ils ont commencé à faire la pré-contrainte, donc là, c'est une fabrication de l'usine avec une disposition bien déterminée. Donc, il y a, normalement, comme vous voyez, par exemple, en partie inférieure, donc on peut distinguer, il y a la prétension, il y a la post-tension. Donc là, au niveau de la fabrication, c'est-à-dire la prétention, donc c'est que les fils sont tendus avant le collage du béton. Et la post-tension, si vous voulez, sont tendus après le collage du béton. Donc, au niveau de la réalisation par prétension, donc il y a, c'est-à-dire dans les usines, il y a des bonds. Des bonds, c'est-à-dire de grande longueur. Donc, si vous voulez, c'est une piste. Donc, on prépare une piste. Et cette piste-là, si vous voulez, il est fait en plusieurs, c'est-à-dire on peut faire en plusieurs poutrelles. Et la longueur, ça peut aller jusqu'à 100 mètres. Donc, il y a, c'est-à-dire les aciers sont tendus par des vérins.
Et ces vérins-là, c'est-à-dire, bon, c'est pas comme les aciers, c'est-à-dire ce sont des aciers de haute performance, c'est-à-dire de haute caractéristique. Et ces caractéristiques, normalement, c'est-à-dire des sections de 3 mm jusqu'à 5 mm. Et on peut avoir, par exemple, c'est-à-dire 3, si le minimum c'est 3, donc on peut avoir 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend. C'est-à-dire plus que la longueur augmente, plus que le nombre de fils aussi augmente. Donc la prétention, c'est premièrement une poutre est précontrainte par prétention lorsque la mise en tension des aciers de précontrainte est effectuée avant le bétonnage. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Prétention avant bétonnage, c'est-à-dire la tension avant bétonnage, et la post-tension, c'est après le bétonnage. Donc ça, les armatures de précontrainte sont enfilées dans des coffrages à l'intérieur des cages. D'armatures passives, ils sont positionnés grâce à des gabarits métalliques, percés faisant également office de coffrage d'about. Les armatures de précontrainte, fils au torrent, sont tendues avant bétonnage dans des bancs de précontrainte de plus de 100 mètres de longueur à l'aide des vérins entre deux massifs d'ancrage. Le béton frais est coulé au contact des armatures. Donc si vous voulez, c'est que normalement il y a un enrobage des fils d'acier, par exemple, c'est-à-dire le béton enrobe ou bien les aciers sont enrobés par le béton. Lorsqu'il a acquis une résistance suffisante, la montée en résistance peut être accélérée par traitement thermique autour de 60 degrés. Donc souvent ici, par exemple dans les usines, on utilise des bâches. Donc là, il contient des résistances, c'est-à-dire enfin des fils électriques, donc soumises à une température. Donc lorsqu'on coule le béton, si vous voulez, voilà, on met les bâches pour accélérer le durcissement du béton. On libère la tension des fils par relâchement des vérins qui se transmet au béton par adhérence et représente leur longueur initiale, mais leur adhérence au béton empêche ce raccourcissement et l'effort qu'il a fallu exercer pour les tendre se transmet au béton. Donc la post-tension, donc c'est le même principe, donc si vous voulez c'est le même principe, seulement la différence entre la prétention et la post-tension, c'est que post-tension, si vous voulez, il y a des gaines. Donc normalement, il y a des gaines. Là, on met des fils et on coule le béton, puis on tend les fils et après, c'est-à-dire le durcissement, on relâche. Donc là, si on le relâche, il y a quand même, par exemple, c'est-à-dire des vides qui peuvent être laissés entre les vérins et le béton. Là, si vous voulez, ces vides-là, on doit, par exemple, pour que l'acier ne se corrode pas, ou bien pour qu'il ne sera pas attaqué par les agents atmosphériques, là, on fait une injection par une barbotine de ciment. Barbotine de ciment, c'est un mélange de ciment et de l'eau. Donc vous avez ici un petit montage, normalement, c'est-à-dire enfin d'un petit tas, si vous laissez vérin après gonflement, il est représenté en pointillé, c'est-à-dire le vérin. B, c'est le câble. C, c'est conduit. On a D, c'est le béton. P, effort de précontrainte. Sont constitués de plusieurs torrents en acier à haute résistance. Pour le béton précontrainte, la gamme des câbles s'étend des câbles monotorrents aux câbles de très grande puissance comportant jusqu'à 55 torrents. Domaine d'utilisation de béton précontrainte, utilisé pour de nombreux ouvrages, les ponts, c'est-à-dire en arabe, al-Jusor, le Gentra, la structure offshore, donc normalement ce sont des structures qui sont de caractéristiques, enfin d'architecture un peu spéciale. Les structures industrielles, généralement, c'est-à-dire lorsqu'on a une structure industrielle, c'est par exemple un portique, c'est-à-dire de 40 mètres de portée ou bien 50 mètres de portée. Les réservoirs d'eau, hydrocarbures, c'est-à-dire pour le stockage, par exemple, des hydrocarbures. Les silos, donc les silos normalement, par exemple, c'est-à-dire c'est des stocks
aussi pour les céréales, les enceintes des réacteurs nucléaires, généralement, c'est-à-dire ça demande une résistance assez élevée, les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles, les poutres, c'est-à-dire soit pour le bâtiment ou bien pour les ponts, les poutrelles souvent qui sont utilisées dans les planchers de bâtiments, les dalles alvéolées de plancher, les prédales, poutres et potons pour ossature.